event, here are a few accessibility features available on WebEx Webinar to ensure you have the best experience with us today. At the bottom of your screen there is a menu bar with various settings. Click on the Robotic CC, WebEx Assistance, icon to enable closed captioning, and this open a tab on the right-hand side of your screen. This will allow you to get written transcription with full meeting, complete with clearly labeled speakers. Or you can select the second option in the menu bar, Closed Captioning, which will appear at the bottom of your screen, allowing you to easily follow along in the meeting with real-time captioning. WebEx allows you to receive live translation to multiple languages by clicking on the bottom arrow. If you would like to interact with us live, then raise your hand by navigating to the menu bar at the bottom of your screen and selecting the seventh option from the left side of the menu. Customize your own view to watch the event in your preference through selecting Layout at the top right side of your screen and customizing your video layouts to best suit your needs. For any further assistance or questions throughout the event, then chat with us directly by selecting the chat icon, second option from the right side of the menu bar. Keep an eye out on the chat for announcements from our team. WebEx is compatible with all screen readers and default keyboard shortcuts. Our team behind the scenes are here to answer you directly. Enjoy the event. Bonjour à toutes et à tous. Pardon, on commence bien déjà. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour notre événement hybride l'Odyssée du son. Bienvenue à l'espace commun Savoir et Formation, connu également sous le nom de Commons. Bonjour, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'Office des Nations Unies à Genève pour cet événement hybride, que vous soyez dans la salle avec nous ou que vous soyez en ligne. Je m'appelle Maria Bolotnikov et je travaille au service des Commons et je suis ravie d'être votre modératrice aujourd'hui. Les Commons, aussi appelés et traduits Espace commun, savoir et formation, est un lieu dédié à l'expression des savoirs et au partage informel de connaissances sur des sujets très variés. Cette session est la première, elle sera tenue en français, mais si vous souhaitez nous rejoindre pour une session en anglais, on aura une deuxième demain à la même heure, entre 16h et 17h. L'événement d'aujourd'hui, l'Odyssée du son, est organisé en collaboration avec la division de la gestion des conférences et plus particulièrement avec le service d'interprétation de l'Office des Nations Unies de Genève. Avec la participation à distance, avec les conférences qui soient aussi bien hybrides ou en ligne, c'est vrai qu'il est important de comprendre l'importance du son, mais non uniquement parce que c'est important de pouvoir transmettre son message correctement, mais c'est aussi pour faciliter la tâche à nos magnifiques interprètes. Donc aujourd'hui, pendant notre événement, nous allons essayer de répondre aux questions suivantes. Tout d'abord, en quoi la qualité de son est-elle différente si on compare avec une session en présentiel ou une session en ligne? En quoi le son dans les réunions hybrides se prête mal à l'interprétation? Quelles sont les conséquences du mauvais son? Et finalement, les bons réflexes pour faire passer votre message correctement. Donc, je suis ravie d'avoir avec nous deux interprètes de la section française de l'Office des Nations Unies à Genève. Donc, nous avons Cindy Barbara et Patrick Melman. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Et surtout, ravie de cette collaboration et d'entendre ce que vous avez à dire par rapport à l'importance du son, qui est quand même quelque chose d'extrêmement important pour votre métier, donc peut-être qu'on va apprendre quelque chose à nos internautes et aux participants de cet événement. Mais avant d'aller au vif du sujet et vraiment passer et écouter les présentations qu'on a à vous donner, je vais donner quelques indications à nos participants. Parce que ici, à l'espace commun savoir et formation, nous adorons interagir avec nos participants. C'est-à-dire, on a envie d'avoir vos questions, mais on a également envie de vous poser des questions et que vous y répondiez. Donc, pour cet effet, nous avons décidé d'utiliser Mentimeter. Si vous souhaitez répondre à nos questions ou nous en poser, on vous invite d'aller sur menti.com et entrer le code 5307-8172 ou simplement scanner le code QR que vous allez voir, le QR code que vous allez voir apparaître sur votre écran. Donc, je vais vous laisser un peu de temps pour vous connecter avant de vous poser une première question.
qui s'adresse notamment aux personnes qui nous ont rejoints il y a un an pour la même session que nous avons tenue en avril 2021, lorsque nous avions organisé donc une première session, mais on est sûr que la session d'aujourd'hui va vous apprendre encore plus. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas participé à cette session, ne vous inquiétez surtout pas, c'est une seule question qui est relative à la séance que nous avons eue en avril 2021. Toutes les autres sont totalement indépendantes, donc vous pourrez y répondre. Donc déjà, on voit qu'il y a certaines réponses qui sont apparues pour la première question. On a vu qu'il y a certaines personnes qui ont trouvé que la session de 2021 leur a beaucoup servi. On est très content d'entendre cela. Mais passons maintenant à notre deuxième question. Qu'utilisez-vous aujourd'hui pour suivre et parler dans les réunions virtuelles? Donc vous pouvez voir, il y a 7 options qui sont disponibles pour vous. On va attendre un peu plus, on va attendre encore des réponses. Ok, ben magnifique. On peut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « bon, ça dépend ». Après, il y a d'autres qui disent les écouteurs. On va voir pendant cette séance quels sont les meilleurs outils à utiliser, et notamment quels sont les meilleurs outils pour obtenir un son idéal. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Nous allons continuer avec la suivante question sur Mentimeter, qui est la suivante. Consultez-vous les ressources de l'ONU en ligne sur les bonnes pratiques en RSI? Le RSI, c'est les ressources pour l'interprétation simultanée à distance. Ah ben voilà qu'on a quand même des personnes qui répondent que jamais. C'est quand même dommage ça, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est quand même un outil très important. Mais bon, de nouveau, je vais vous laisser encore quelques instants pour répondre à cette question. Bon, on le laisse comme ça, c'est assez représentatif. Bon, maintenant, je vais vous donner alors la parole, Cindy et Patrick, et on attend avec impatience pour voir qu'est-ce que vous allez nous raconter. D'accord, ben, merci pour cette excellente introduction, et bonjour à tous, merci d'être venus en salle, et merci de nous avoir rejoints en ligne. Je vais demander si on peut afficher le PowerPoint à l'écran. Parfait. Alors, en quoi la qualité du son est-elle différente quand on est en réunion simultanée, avec interprétation simultanée à distance par rapport à quand on est en salle? Pourquoi la qualité du son est-elle différente? Et pourquoi surtout est-ce qu'elle se prête si mal à l'interprétation? Quelles sont les conséquences du mauvais son? Voilà les questions auxquelles nous espérons répondre aujourd'hui et qui, on l'espère aussi, vous permettront de mieux comprendre quelles sont les contraintes que nous, interprètes, rencontrons pour faire notre travail. Donc pourquoi est-ce qu'on a appelé ça l'Odyssée du son? Tout d'abord parce que ça sonne bien. Et puis aussi, quand on parle d'Odyssée, on parle d'un voyage qui est très très long, qui est très difficile, semé d'embûches, semé d'épreuves. Oui. Et c'est vrai que quand on discute comme ça avec une personne, on ne se dit pas que le son parcourt une distance tellement grande. Par exemple, Sylvie est à côté de moi, elle est à 1 mètre, 1 mètre 50 de moi, et elle m'entend très bien, elle n'a pas besoin de micro, elle n'a pas besoin de rien du tout. Pour les gens qui sont dans la salle, vous pouvez m'entendre, mais vous êtes quand même content d'avoir les micros et les haut-parleurs. Et pour ceux qui sont à distance, c'est là que la question, ou que la notion d'Odyssée prend tout son sens. Exactement, et c'est cette Odyssée qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui. C'est une Odyssée que nous avons beaucoup vécue en 2021. Et on espère que vous pourrez comprendre au terme de cette présentation que comme Ulysse, le son revient complètement... Alors Ulysse lui est revenu marqué, transformé par son voyage, le son lui ressort complètement distorsionné. Et c'est ce qu'on espère vous démontrer. Donc avant, quand vous preniez la parole dans une salle de conférence, votre voix passait par un système de conférence qui était calibré au millimètre près par des ingénieurs du son et des techniciens qui étaient experts dans leur domaine. Donc la chaîne du son était beaucoup plus courte et elle était entièrement maîtrisée. Et c'est un système qui a fait ses preuves et qui reproduit fidèlement votre voix qui ressemble à ceci. Et je vais demander qu'on affiche de nouveau le PowerPoint, s'il vous plaît. Voilà à quoi ressemble votre voix. Ça, c'est une représentation visuelle d'une voix d'homme enregistrée dans des conditions qui sont idéales pour l'interprétation. On appelle ça un spectrogramme. Alors, comment est-ce que ça se lit? En abscisse, vous avez le temps qui s'écoule, ici. Sur les ordonnées, vous avez la hauteur dans les aigus. C'est ce qu'on appelle la hauteur dans les fréquences. En bas, c'est très grave. Plus on monte dans les aigus. En haut, c'est très aigu. Et sur la droite, vous voyez qu'on représente aussi, par un jeu de couleurs, l'intensité sonore. Alors, je vais me retourner vers Maria. Maria, à votre avis, vous voyez qu'ici, on a beaucoup de bleu sur la diapositive. Est-ce que vous pensez que le bleu, qui est donc ici, à peu près, ça représente une intensité plutôt forte ou plutôt faible? Je dirais plutôt faible.
Exactement, c'est une intensité sonore plutôt faible. C'est un petit peu comme à la météo, dès qu'on est dans les couleurs chaudes, c'est fort, et quand on est dans les couleurs froides, c'est faible. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est le volume qui se situe dans le vert. Ça, c'est l'information qui nous intéresse. Alors, comment est-ce qu'on peut décoder ce spectrogramme? D'abord, vous voyez que de la couleur, on en a absolument partout. C'est-à-dire que quand on parle, il se passe des choses à tous les niveaux. Et vous voyez aussi que le vert, il est quand même très bien réparti sur la diapositive. On dirait des petits cheveux fins qui sont juxtaposés les uns à côté des autres et qui montent plus ou moins haut. Ça, c'est l'information et c'est ce qui nous intéresse. Alors, on voit qu'il y en a beaucoup entre 0 et 4000, puis de nouveau à partir de 6000 jusqu'à peu près 11 000. Et au-delà, ça monte et ça descend, ça fait des petits pics et des vallées et ça dépasse très régulièrement 15 000 Hz. Voilà le son quand vous parlez avec un bon système de conférence. Donc, il existe une norme ISO. Donc, ISO, c'est l'Organisation internationale de normalisation qui définit tous les critères et paramètres qui doivent être respectés pour avoir un son propre à l'interprétation. Elle prévoit par exemple qu'un système d'interprétation doit pouvoir reproduire fidèlement toutes les fréquences qui sont comprises entre 125 et 15 000 Hz. Donc, c'est la limite que vous voyez en rouge sur le transparent. Et c'est la qualité de son qui est nécessaire pour interpréter fidèlement votre message en toute sécurité pour l'audition des interprètes. Alors, quand la guerre du Covid a éclaté, il a fallu s'adapter pour assurer la continuité. Et ce sont les plateformes qui ont permis de tenir des réunions à distance dans des conditions qui se voulaient pareilles à celles qu'on avait auparavant en salle. Mais alors, la question qu'on se pose ici, est-ce que c'était vraiment pareil? Oui. Est-ce que c'est vraiment pareil? D'après vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'imagine que c'est en présentiel, que vous préférez bien plus en présentiel. Mais nos auditeurs, qu'en pensent-ils? On va voir. Allons sur Mentimeter pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent, nos spectateurs. Donc, est-ce qu'on pourrait, voilà, justement, que pensez-vous des réunions à distance en comparant aux réunions en présentiel? Donc, on peut directement voir qu'elles ont chacune des avantages, et je préfère celles qui sont en présentiel. Est-ce que ces résultats sont vraiment étonnants pour vous, interprètes? Non, on peut tout à fait comprendre. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que la réponse à la question qu'on peut apporter, c'est que du point de vue du son, non, ça n'est plus pareil. Je vais demander à ce qu'on revienne au PowerPoint. Voilà le spectrogramme d'une conférence lorsqu'elle passe par une plateforme. Alors, vous voyez, on n'a plus du tout la même image. Si vous regardez bien, vous voyez qu'au-dessus de 8000, on n'a plus du tout de vert. Ça veut dire que les interprètes, concrètement, ils ont seulement la moitié de l'information, la moitié des fréquences qui sont nécessaires et qui sont prescrites par la norme pour faire leur travail correctement. Vous voyez aussi que le vert est davantage tassé. Il se concentre ici en bas et il est tellement tassé qu'il tire parfois sur le jaune, voire même, quand on regarde bien, on voit des petits points rouges. Donc le son est plus fort. Retenez ça parce qu'on va le voir un petit peu plus loin tout à l'heure. Ça, c'est le son typique que l'on a en général dans une conférence qui passe par une plateforme à distance. Mais souvent, c'est pire. Est-ce que vous vous souvenez de la voix d'homme qu'on a entendue tout à l'heure, au tout début, le premier spectrogramme, celui-ci? Eh bien, la voici de nouveau, une fois qu'elle est passée par une plateforme d'interprétation à distance. Comme vous voyez, au niveau du vert, il n'y a absolument plus rien de pertinent au-dessus de 4000 Hz. L'ovale rouge vous montre tout ce qui a disparu et concrètement, avec ça, les interprètes ont moins d'un tiers des fréquences dont ils ont besoin pour pouvoir faire correctement leur travail. Là, ça, c'est un bon microphone. Voilà ce qui arrive quand on utilise des écouteurs filaires pour téléphone portable. Si vous regardez bien, vous voyez que le vert, donc à nouveau, toujours la même chose, l'information qui nous intéresse ne dépasse pas les 3000 Hz. Et à vrai dire, le gros de l'information, il est concentré ici, entre 0 et 1000 Hz. Pourquoi? Parce que ce sont des écouteurs qui sont conçus pour la téléphonie mobile et que la téléphonie mobile se contente de ces fréquences. Mais il faut savoir que la téléphonie mobile serait absolument impossible sans l'aptitude extraordinaire du cerveau à reconstituer les informations manquantes, donc à rétablir quand on ne comprend pas. Et d'ailleurs, vous pouvez faire le test au prochain appel. Si quelqu'un vous donne une adresse email, un nom de famille que vous n'avez jamais entendu et que vous ne pouvez pas rétablir naturellement, vous allez demander à épeler ou vous faire répéter. C'est assez systématique. En pratique, les interprètes avec ce son-là, on ne reçoivent qu'un cinquième des fréquences nécessaires pour faire correctement leur travail. Donc, pour revenir à notre Odyssée, donc, quand Ulysse est revenu de la guerre de Troie, il n'était plus le même homme. Le son, lui non plus, ne ressort pas indemne de son cybervoyage. Mais alors, que s'est-il passé? Je dirais même plus, Patrick. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que dans une réunion à distance, le son ne se contente plus d'emprunter les câblages pour aller d'un coin à l'autre d'une même salle. Donc, à quelques encablures,
de son point de départ, en somme. Il passe par Internet et il fait littéralement le tour du monde en passant par des serveurs, des câbles sous-marins, des satellites, de la fibre optique et j'en passe. Et donc, il va du participant à la plateforme et à partir de la plateforme, il est redispatché vers les autres participants qui sont parfois aux quatre coins de la planète. Et vous voyez qu'il prend un chemin qui est loin d'être le plus direct. Donc, il passe par Internet et quand on passe par Internet, les maillons de la chaîne se multiplient. Donc, on a l'intervenant, Internet, la plateforme, Internet et les participants en salle ou à distance. Et chaque maillon de la chaîne devient indépendant. Et depuis les locaux techniques qu'on a ici, il devient impossible de maîtriser cette chaîne complètement. Mais alors, c'est ça, Patrick, qui distorsionne complètement le son? Alors, pas uniquement. En fait, il faut savoir que la dégradation du son, elle commence dès la prise de son. Donc, les participants à distance sont parfois contraints d'intervenir depuis des lieux qui sont bruyants. Ça peut être une mansarde, ça peut être un jardin, ça peut être une voiture, c'est du vécu. Ça peut être d'un lieu public comme l'aéroport, ça peut être le hall d'une gare, ça peut être le café du coin. Donc, dans le meilleur des cas, ils seront chez eux ou au bureau. Et ils ne sont plus donc dans des salles de conférence où l'acoustique a été prévue, elle a été conçue exprès pour ces conférences et pour le travail avec les interprètes. Donc, les lieux où ils se trouvent ne permettent pas une bonne prise de son. Par exemple, on a la taille des pièces, on a la hauteur des plafonds, on a la présence de meubles dans la pièce, d'un tapis ou pas dans la pièce. Tout ça, ça a un impact sur le son qui va ressortir. Sur la réverbération, c'est ça? La réverbération, oui. Notamment. Et donc la réverbération, comme vous pouvez l'entendre dans la salle ici, ça a tendance à rendre les paroles moins intelligibles. Aussi, l'intervenant ne peut pas maîtriser complètement son environnement. Il se peut qu'il commence son discours et tout à coup, on a un coq qui se met à chanter. On a le chien du voisin qui aboie, on entend les voitures, on entend les avions qui décollent, on entend les travaux des quartiers, ou encore les sirènes, passer le bus, et le matériel utilisé n'est pas toujours non plus approprié. Donc un micro d'ordinateur, il faut savoir que c'est trop loin de votre bouche, parce qu'on parle rarement comme ça avec le nez sur son ordinateur. Et donc il est à peu près 40 cm de votre bouche, et il va capter votre voix, mais aussi tous les bruits ambiants, au même niveau que votre voix, alors que les micros cols de cygne, comme on les appelle, qu'on a dans les salles de conférence, sont beaucoup plus longs et vont beaucoup plus près de votre bouche. Et donc, ils ne captent que votre voix. On peut aussi avoir des problèmes de connexion Internet qui n'est pas toujours bonne, qui n'est pas toujours stable. Et le matériel n'est pas toujours bien utilisé non plus. Donc, l'ordinateur, c'est un peu compliqué de le configurer quand on commence à ajouter des périmètres et autre chose. Oui, des périphériques aussi, pardon. Oui. Des périmètres, oui. Donc, quand on commence à ajouter des périphériques, ça commence à devenir difficile. En plus, l'ordinateur peut décider ce jour-là de ne pas coopérer. Voilà. Donc, on peut avoir aussi tous les facteurs. Oui, un pot pourri, on peut avoir tout en même temps. Oui. Et dès le départ, donc, la prise de son est déficiente. La voix est mal enregistrée, la qualité de son est amochée. Et vous ne le savez peut-être pas, mais aussi dès le départ, pour tenter de remédier à ça, l'ordinateur va commencer à trafiquer le son. Mais le problème, c'est que le son qui est perdu, donc les fréquences qui ne sont pas passées, l'ordinateur ne peut pas les recréer à partir de rien. Ah, c'est ça. Donc en fait, une fois que le son est perdu, il ne se reconstitue jamais. Oui, en fait, tout ce qu'il va faire, c'est se dégrader encore plus. Donc à partir de là, il est transformé en paquet de données, il est compressé numériquement et il est expédié à travers Internet, parfois à l'autre bout du monde. Et pendant ce voyage, il perd des plumes parce que le but aussi, c'est d'économiser le plus possible, donc de réduire le nombre d'informations qui sont envoyées numériquement pour économiser, comme j'ai déjà dit, notamment de la bande passante. Et vous avez ici un exemple visuel. Donc, on a un jeune homme qui avait tenté une expérience, qui avait téléchargé sa photo sur un réseau social et puis qui avait retéléchargé la photo sur son ordinateur et qui avait répété comme ça la même opération pour essayer de constater la perte de données. Bon, là, il a répété l'opération 340 fois, c'est beaucoup, mais vous voyez quand même qu'à un moment donné, il n'y a plus de photos. Et donc, c'est ce son qui est déjà déficient qui arrive à la plateforme. Et comme chaque participant a sa propre configuration, on se retrouve avec une très très grande disparité de son, de qualité de son et d'intelligibilité, contrairement au son qu'on avait en salle où tous les intervenants parlaient avec les mêmes micros dans les mêmes conditions acoustiques. Et la plateforme va essayer de pallier à cette disparité en appliquant des algorithmes, en appliquant des automatismes pour essayer de niveler les volumes et de compenser les défauts de la prise de son. Mais c'est mission impossible. Et pour preuve, vous aurez remarqué que le plus souvent, quand on passe d'un intervenant à l'autre, eh bien, il faut ajuster le volume. Voici une illustration visuelle de quelques effets sonores. Je vais passer rapidement sur 3 d'entre eux parce que celui qui nous intéresse, c'est celui qui est en haut à gauche.
Vous vous souvenez tout à l'heure, Patrick vous a parlé de la réverbération, comme celle qu'on a dans cette pièce. C'est la photo du chat que vous avez en bas. Alors on devine que c'est un chat, mais il faut faire un effort. En haut, vous avez ce qu'on appelle l'effet de gate. L'effet de gate, c'est ce qui consiste à couper tous les sons qui ne sont pas suffisamment forts. Donc au lieu d'avoir un chat complet, vous avez un demi-chat. Et l'effet de delay, c'est l'effet d'écho. C'est quand le son de votre voix part et revient à travers le micro, cro, cro, cro. C'est ça, vous n'avez plus seulement un chat, vous en avez tout plein. Celui qui nous intéresse ici et sur lequel on va s'attarder, c'est la compression. La compression dynamique du son consiste à supprimer les écarts entre les sons qui sont faibles et les sons qui sont forts. Donc concrètement, on va relever le niveau des sons qui sont faibles pour qu'ils soient mieux perceptibles, et inversement, on va diminuer le niveau des sons forts. Donc ça va booster le son, mais ça va aussi complètement le dénaturer. Pour vous donner une idée de ce que c'est la compression, je vais vous demander d'écouter un clip audio qu'on vous a préparé. Levez la main, même par Internet, dès que vous entendez ou vous pensez reconnaître de la compression. Et je me tourne vers la régie pour lancer le clip. C'est déjà fini votre passage auprès de nous. Il vous a paru quelquefois long, quelquefois court. Et en tout cas, il est clos. Voilà, je crois que vous avez tous reconnu la compression. Alors, la compression, elle supprime les nuances et elle a aussi pour effet de supprimer tous les silences. Alors là, on la voit ici. À gauche, vous avez la compression. On a littéralement un mur de son. À droite, pas de compression. Si vous voyez bien, à gauche, on n'a absolument aucun silence. À droite, on a des pics et des creux et des vallées et des endroits où c'est complètement silencieux. Alors, pourquoi est-ce que c'est compliqué, c'est problématique, la compression? Parce que l'oreille, elle a besoin de silence, elle a besoin de ces temps de repos. Ce sont des répits qui lui sont absolument indispensables, et avec la compression, elle en est complètement privée. Premier problème. Deuxième problème, l'oreille a besoin de nuances, elle a besoin des contrastes sonores, des hauts et des bas. Et donc, comme on en est privé avec la compression, inconsciemment, on va monter le volume, parce que l'oreille va chercher ces contrastes. Troisième problème, ces sons, ils véhiculent une énergie qui est importante. On a dit, vous l'avez vu, c'était très vert, très jaune dans le spectrogramme que je vous ai montré. L'énergie, elle est forte, les volumes sont forts. Ils sont forts sur des fréquences auxquelles l'oreille est particulièrement sensible. Et l'oreille, il faut le savoir, elle n'est pas faite pour supporter cette stimulation permanente avec ces niveaux sonores. Donc, elle se fatigue. Mais après avoir dit tout ça, est-ce que finalement on a des recherches ou quelque chose comme ça qui viendraient étayer tout ça? Absolument, absolument. C'est ce qu'a démontré l'université de Clermont-Ferrand, et plus précisément le professeur Paul Avant et toute son équipe, qui ont mené des recherches sur les cochons d'Inde, dont l'oreille interne est assez similaire à celle des humains. Voilà pourquoi on a choisi les cochons d'Inde, l'anatomie de l'oreille. On les a exposés à du son compressé, et les mesures qui ont été menées par la suite ont révélé qu'il y avait une fatigue auditive. Qu'est-ce que c'est la fatigue auditive? C'est qu'à l'intérieur de l'oreille, on a des réflexes qui protègent l'oreille, un petit peu comme la paupière de l'oreille. Ces réflexes étaient beaucoup moins réactifs après avoir été exposés à du son compressé, voire plus du tout. Et c'est un petit peu, pour donner une analogie, quand ces réflexes ne marchent plus, votre oreille, elle est complètement exposée, elle n'est plus du tout protégée. C'est comme si vous vous promeniez et que vous regardiez le monde, mais sans paupières. Alors on attend davantage de recherches en la matière, mais à ce stade, avec les éléments qu'on a, tout porte à croire que la compression dynamique qui est appliquée par les plateformes et les périphériques tout venant qu'on trouve audio ainsi que les ordinateurs cause de la fatigue auditive, expose l'oreille et à la longue peuvent causer des dommages irréparables au système de protection de l'oreille. Pour l'anecdote, depuis la publication de ces recherches, de nombreuses personnalités du monde, en particulier de la musique, attirent l'attention sur les dangers du son compressé. Et donc, pour en revenir à notre odyssée, après ce passage à la moulinette, le son n'est pas au bout de ses peines, parce qu'il est, depuis la plateforme, réempaqueté et il est réexpédié à travers Internet. Et il arrive enfin en salle et dans les casques des participants, qu'ils soient présents ou à distance. Et il arrive aussi dans les casques des interprètes. Et bon, pour le son, c'est la fin du voyage, mais son périple semé d'embûches l'a quand même fortement dégradé. Mais il l'a dégradé à l'insu de l'intervenant, parce que l'intervenant, comme il n'a pas de retour de son à travers la plateforme, il n'a aucun moyen de savoir que sa voix qui avait démarré comme ça. Si vous avez un appareil avec connexion au réseau de téléphonie mobile, il peut basculer sans prévenir d'un réseau à l'autre. Ensuite, ces appareils n'ont en règle générale pas de port USB intégré. Donc, il arrive comme ça. Il se peut également,
Et c'est le cas très souvent que vous combiniez plusieurs problèmes à la fois, plusieurs types de dégradation. Et bon, ça a été enregistré avec Ouais. un très bon microphone en réalité, la plupart du temps. En réalité, c'est encore pire et ça ressemble à ça. Et il faut bien noter aussi que c'est ce son-là qui est retransmis dans le webcast et c'est ce son-là que vous allez léguer à la postérité dans les enregistrements. Alors, vous me direz que ce son, bon, c'est vrai qu'il fait mal aux oreilles, qu'il n'est pas très agréable à écouter, mais que ça va, on arrive quand même à entendre et on arrive à peu près à comprendre. Et je vous répondrai que oui, effectivement, ce son, il suffit pour une écoute passive. Comme par exemple ici, vous m'écoutez dans la salle de conférence, vous nous suivez à travers Internet, et même si parfois le son peut vaciller, vous arrivez tout à fait à comprendre ce que l'on raconte. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il suffit pour interpréter ? Donc je vais demander dans la salle s'il y a des volontaires pour faire un test. Le test, c'est le seul exercice qui permet de se rendre compte des contraintes qu'on a en interprétation quand on n'est pas interprète. Et c'est l'exercice qui s'appelle le shadowing. Alors est-ce qu'on aurait une courageuse volontaire dans la salle pour faire le test ? Oui, oui. À vous qui nous suivez en ligne, je vais vous demander également de jouer le jeu. Je vous invite à mettre des écouteurs sur les oreilles, à ne pas ouvrir vos microphones pour éviter la cacophonie sur Internet. Vous allez entendre un discours de 2 minutes en français. Et le but du jeu va consister à écouter attentivement tout ce qui est dit par l'orateur et répéter simultanément, mot pour mot, tout ce que vous entendez. Et surtout, et c'est très important, à voix haute. Parce que si on chuchote, ça ne marche pas. Je vais attendre que nos volontaires soient bien installés. Donc bien évidemment, pour ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à suivre l'exercice, on va le projeter en même temps. Et ce serait intéressant quand même que tout le monde essaye de le faire parce qu'on attend vos réactions après, à la fin. On va vous demander de revenir sur Mentimeter et nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de cet exercice. Jouez vraiment le jeu parce que vous allez voir qu'il y a une partie du discours qui est enregistrée avec aucun périphérique particulier et la deuxième partie du discours est enregistrée avec des micro-casques. Pour les aventuriers qui voudraient tester la différence avec un microphone préconisé, recommandé, je vous invite demain à la même heure à suivre Amy et Martin en anglais cette fois-ci. On y va ? Mesdames et messieurs, il y a un an exactement, j'ai lancé un appel à l'action pour réaffirmer que les droits humains étaient au cœur de notre mission et pour placer la dignité humaine au cœur de nos travaux. En écho à la Déclaration universelle des droits de l'homme, j'ai réaffirmé dans cet appel à l'action que les libertés fondamentales étaient la plus haute inspiration de l'humanité et que les droits humains constituent le moyen par excellence d'aider les sociétés à prospérer dans le plein respect des libertés fondamentales. Liberté où tous les membres de la famille humaine seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère. Par excellence, de réaliser les objectifs de développement durable, de prévenir les conflits, réduire les souffrances humaines, bâtir un monde juste et équitable, de garantir l'égalité aux femmes et aux filles, de lutter contre le racisme et la discrimination, de protéger les minorités, les peuples autochtones, les journalistes, les défenseurs des droits humains, de faire la paix avec le climat et la nature et de donner des repères dans un monde numérique. L'appel à l'action a été lancé l'année dernière dans un contexte d'atteinte généralisée aux droits humains à travers la planète. Des violations flagrantes aux transgressions insidieuses, nous avons vu les droits humains bafoués et pris d'assaut. Depuis le lancement de l'appel, notre monde a subi la plus grande crise internationale depuis des générations. La dévastation et la souffrance causées par la pandémie de Covid-19 ont touché toutes nos sociétés. La crise sanitaire s'est rapidement transformée en une crise économique, une crise humanitaire et une crise des droits humains. La pandémie a frappé de plein fouet les droits économiques, sociaux, culturels, civils, politiques, dans toutes les régions, révélant une fois de plus leur profonde intercorrélation. Les droits et les systèmes de protection ont été mis à l'épreuve, affaiblis et, dans certains endroits, brisés. Pas simple, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On attend vos réactions sur Mentimeter, mais on va aussi entendre les réactions de nos courageuses volontaires dans la salle. Exactement.
Déjà, moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très dur de parvenir à me concentrer suffisamment pour répéter, ne pas oublier de mots. Et dès qu'il y avait la moindre distraction, c'était presque impossible. Et je perdais totalement le fil de ma phrase. Et je répétais parfois des mots, mais bêtement, sans comprendre totalement le sens. Donc je pense que ça m'a rendu vraiment compte de la difficulté de l'exercice. Merci beaucoup. Et puis pareil pour moi, c'est vrai qu'avec tous les bruits imprévus autour, on perd le fil, on essaye de se rappeler ce qu'on a entendu avant pour essayer de rattraper un peu le retard. Finalement, on a perdu le fil. Et puis même, on est fatigué. Et à la deuxième écoute, par contre, avec le casque, là, on sent qu'on est dans un environnement serein, que tout va bien se passer. On sait que la personne en face aussi est plus sereine dans ce qu'elle va dire. Et du coup, beaucoup plus de clarté. Même quand il y a des petits problèmes, des coquilles de prononciation, c'est pas grave. On va quand même, c'est plus facile du coup de reprendre ce qu'on avait perdu avant. Donc, merci pour cet exercice. Merci beaucoup à vous d'avoir joué le jeu. Est-ce qu'on pourrait voir maintenant les réactions sur Mentimeter pour voir est-ce que nos chers internautes ont suivi le jeu? Ah, alors, on voit qu'il y a un premier commentaire qui dit « La différence est flagrante ». Très bonne preuve. Au début, ça va, mais ensuite, ça se complique. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on pense des interprètes, nos chers interprètes? Comment réagissez-vous? J'espère que les volontaires pourront en attester, mais pour répondre à la question de départ qui était « Est-ce que ce son suffit pour interpréter ?» J'espère que maintenant vous êtes convaincus que non. Parce que la qualité d'observation qu'on a quand on interprète n'est pas du tout la même que la qualité d'observation et d'attention que l'on porte quand on écoute passivement. Quand vous écoutez passivement, c'est un petit peu, voilà une illustration, comme quand vous êtes sur l'autoroute et qu'il y a des panneaux publicitaires qui défilent. L'information passe. Quand vous interprétez, la qualité d'observation et d'attention que vous portez, c'est la même que celle que vous porteriez à un très joli tableau de Monet dans une galerie d'art. On n'est pas du tout au même niveau. Mais est-ce qu'interpréter, finalement, c'est un processus naturel ou ça Non. se passe comment? Non, non, du tout. Alors en fait, interpréter, ça n'a absolument rien de naturel. Ce n'est pas un exercice qu'on a tous déjà fait une fois dans sa vie ou quelque chose qu'on peut reconnaître. C'est pour ça que l'exercice de shadowing est vraiment le seul exercice qu'on puisse faire. Quand on interprète, on parle en même temps qu'on écoute. On parle par-dessus ce qu'on écoute. Et donc, les volontaires, à nouveau, pourront le confirmer. La résonance de votre voix, elle vient masquer les propos de la personne que vous êtes en train d'écouter. Et donc, on entend tout simplement moins. Troisième élément qu'il faut savoir, c'est que quand on interprète simultanément, on doit faire un va-et-vient constant entre ce qu'on écoute et notre propre production. C'est pour vérifier qu'on est bien en train de dire ce qui a été dit. Alors, pour faire ce va-et-vient constant, il faut pouvoir le placer dans l'espace. Pour le placer dans l'espace, pour le localiser, c'est quelque chose qu'on fait assez naturellement. Quand vous êtes à un dîner, il y a plusieurs conversations autour d'une table, eh bien vous savez que telle conversation est à droite, l'autre est à gauche, etc. Et vous, celle qui vous intéresse, c'est celle-là. Pour ça, vous utilisez vos deux oreilles. Mais comme je viens de vous le dire, l'interprète, il écoute avec une oreille l'original, avec l'autre sa propre production. Donc il n'écoute qu'avec une oreille. Et c'est pour cela qu'il a besoin de toute la richesse spectrale, toute cette couleur qu'on a vue au début de la voix, pour pouvoir continuer de parler et d'écouter en même temps. Et avec le son des plateformes à distance, finalement? Ah oui, avec le son des plateformes à distance, en fait, comme on est complètement privé d'une partie de ces fréquences, eh bien, l'interprète n'a tout simplement plus la matière nécessaire pour pouvoir accomplir une tâche auditive et cognitive extrêmement complexe. Et donc, de plus, quand on perd des fréquences, on distingue plus difficilement les sons proches. Par exemple, on a les sons ch et les sons fe qu'on ne peut distinguer qu'à 8000 Hz. On a les sifflantes qu'on ne peut distinguer qu'à 7000 Hz. Et par conséquent, on a des lettres qui passent à la trappe et il devient beaucoup plus difficile de faire la distinction entre des mots qui sont proches. Par exemple, avec l'anglais, on a beaucoup plus de difficultés à faire la différence entre can et can't, ou alors entre figs et fix, ou alors entre evolve et involve. Pour l'espagnol, on pourrait prendre l'exemple de tres ou trece. Ah oui, selon le contexte, alors ça a des vraies conséquences. Oui, parce que si le docteur vous a prescrit 3 pilules et que vous en prenez 13, ça peut poser problème. Et pour le russe, on aurait l'exemple de Burgaltier qui veut dire comptable et Bustgaltier qui désigne une brassière ou un bustier. Et les accents aussi sont complètement défigurés. Et donc ça peut sembler anodin, ça peut même sembler cocasse, mais on
peut aussi se rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur la transmission de votre message. Oui, c'est plus difficile en fait quand il manque des fréquences de comprendre l'orateur. Ah, c'est beaucoup plus difficile. Et en fait, c'est le cerveau qui doit prendre le relais et qui doit essayer de rétablir l'information manquante, de combler les trous en fait. Et ça demande un très gros effort. Ce qui fait que le risque d'erreur augmente et la fatigue cognitive et auditive de l'interprète augmente également. Et au final, c'est votre message qui va en pâtir. Donc, si je comprends bien, Patrick, Oui. en plus de la perte de fréquence, on a dit ça augmente le risque d'erreur, ça augmente la fatigue. On a aussi la compression qui fait mal aux oreilles, mais qui ne compense pas la perte de fréquence. Et c'est ça qui dégrade le son? Pas seulement, parce qu'on a encore un autre problème qui vient s'ajouter à tout ça, c'est ce qu'on appelle le mauvais rapport signal-bruit. Donc, le signal, c'est une question de pureté du signal en fait. Donc, pour faire simple, le signal, c'est ce qui est dit. Donc, c'est ce qui contient l'information, c'est votre voix et c'est ce dont l'interprète a besoin. Le bruit, c'est tout le reste. Donc, ce sont les bruits de fond, les papiers qui font du bruit, les gens qui toussent, donc tout ce qui va venir gêner la communication. Quand le rapport signal-bruit est bon, le signal sera plus fort que le bruit et donc le texte sera intelligible. Malheureusement, avec les plateformes, c'est souvent l'inverse qui se produit et le bruit prend le pas sur le signal. Donc le signal est en fait noyé dans le bruit. Quand l'interprète vient essayer de parler au-dessus, alors ça devient complètement inintelligible. Et la seule chose que l'interprète, depuis sa cabine, peut essayer de faire pour compenser, c'est augmenter le volume. Mais comme on a vu, le son compressé est toxique et donc ça rend le processus encore plus nocif pour l'interprète. En effet, des tests qui ont été réalisés par notre équipe à l'ONU révèlent qu'à ce stade, le son qui est transmis par les plateformes ne serait pas conforme aux normes ISO. Donc ça veut dire qu'avec la technologie actuelle, au stade où on en est, les plateformes, le son plutôt dans les réunions hybrides ne peut pas être conforme à la norme ISO, donc ne peut pas se prêter à l'interprétation. Et le son en plus est toxique, comme on l'a déjà dit. Donc, à Genève, on a un questionnaire interne qui est mené depuis un peu plus d'un an et qui fait ressortir des statistiques qui sont inquiétantes. Donc, il en ressort que 60% des collègues interprètes rapportent souffrir de symptômes. Donc, de quels symptômes? On a des symptômes qui sont directement auditifs. On a par exemple la sensation d'avoir l'oreille cotonneuse. On a les acouphènes, ça ce sont par exemple des sifflements permanents dans l'oreille, ce qui est mon cas. On a l'hyperacousie, ce qui je pense est ton cas. C'est mon cas. C'est une hypersensibilité au bruit, au point que même parfois un cliquetis de clé vous paraît absolument insupportable. Et donc on a aussi les symptômes qui ne sont pas directement auditifs. Donc ce sont des maux de tête, des migraines, des nausées, une fatigue beaucoup plus forte qu'à l'habitude. On a aussi des douleurs à l'intérieur de l'oreille. Et les vertiges aussi. Et les vertiges aussi. Et pour 40% des interprètes, donc c'est quand même presque la moitié du service, ce n'est pas négligeable, ces symptômes sont chroniques, ils sont réguliers. Et ils sont assez intenses parce que dans une échelle de 1 à 7, ils situent bien souvent l'intensité de ces symptômes entre 5 et 7. Et le problème, c'est qu'à Genève? Non, le problème ne se pose pas qu'à Genève. Le problème se pose aussi, par exemple, à Bruxelles, à Ottawa ou ailleurs, on commence aussi à tirer la sonnette d'alarme. Et c'est une cause donc, qui commence à gagner du terrain, elle commence à faire parler d'elle et elle commence à gagner en soutien. Et la seule façon de se protéger contre un produit toxique, c'est finalement d'essayer de s'y exposer le moins possible, si possible, de ne pas s'y exposer du tout. Et c'est pour ça qu'il a été décidé de limiter la durée des séances hybrides ou complètement à distance à 2 heures par opposition aux séances de 3 heures qu'on avait en salle auparavant. Et les recherches en plus montrent que l'oreille, après avoir été exposée à du son compressé, ne se remet pas aussi vite qu'après avoir été exposée à du son normal, voire elle ne se remet pas du tout. C'est ce qui est arrivé au cochon d'Inde. C'est exactement. Donc, en résumé, le son qui est transmis par les plateformes à l'heure actuelle ne se prête pas à l'interprétation et, en plus, le son est toxique. Mais il y a autre chose à savoir aussi, c'est que la distorsion de la voix, qui est due au traitement numérique du son, elle rend la voix métallique, étouffée et artificielle, et distante. On a souvent l'impression que les gens sont beaucoup plus distants quand on les entend par ces plateformes. Et ça, c'est très important, parce que les recherches nous montrent qu'avec ce type de voix, on décroche beaucoup plus facilement. On a beaucoup plus de difficultés à rester attentif, on a beaucoup plus de difficultés à suivre. Alors, donc finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la question qu'on aimerait vous poser. D'après vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on vous invite encore une fois à aller sur Mentimeter pour répondre à la question. Selon vous, quels seraient les bons réflexes à avoir pour les réunions en ligne avec interprétation?
Donc on peut voir qu'il y a plusieurs réponses qui apparaissent. La première, c'est être dans un endroit calme avec une bonne connexion. Est-ce qu'on est d'accord avec cela? Oui, là on est d'accord. Parler lentement, articuler et connecter le microphone avec fil, et consulter les recommandations, faire des tests au préalable. Après, on a également... Oh, il y a une différence flagrante. J'imagine qu'on parle de l'exercice qu'on a fait auparavant. Et avoir un bon micro. Unidirectionnel. Unidirectionnel, waouh. Apparemment, il y a des réponses assez... Oui, des réponses très pertinentes. Très pertinentes, ces réponses. On a des très bons élèves Oui, qui oui. nous suivent. Bravo. Alors, on va revenir au PowerPoint. Pour faire au mieux, en dépit des limites, vous pouvez effectivement, vous, agir sur la prise de son. Avec l'appui de DCM, qui est très sensible à cette problématique et qui nous a beaucoup apporté son soutien, nous avons pu réaliser des tutoriels, des vidéos qui sont disponibles sur le site internet de l'ONU Genève. Vous y trouverez également les recommandations qu'idéalement, il faudrait impérativement suivre quand on intervient à distance. Alors n'hésitez pas à les consulter, vous avez les adresses qui s'affichent à l'écran, vraiment on vous y encourage vivement. Il y a 5 bons réflexes à avoir. Donc, premièrement, installez-vous dans une pièce de petite taille, avec une petite pièce qui soit calme, avec les portes et fenêtres fermées. Et demandez aussi à votre entourage de ne pas faire de bruit quand vous parlez. Utilisez le bon microphone. Donc, c'est un microphone externe de bureau, unidirectionnel, comme celui-ci. Et surtout, placez-le à la bonne distance. Et il faut aussi qu'il soit raccordé à votre ordinateur par un câble USB. Et mettez aussi des écouteurs pour continuer d'entendre ce qui se passe dans la réunion. Connectez-vous avec un câble Ethernet. À défaut, il vous faudra un signal Wi-Fi très fort. La vitesse minimum de connexion, de téléchargement ascendant et descendant, c'est 10 MB par seconde. Et connectez-vous à l'avance pour tester votre son avec les modérateurs. Parce que n'oubliez pas que même avec du bon matériel, on est toujours tributaire d'Internet et d'autres variables qui fluctuent en permanence. Surtout, n'utilisez pas de tablette ou de smartphone qui ne se prêtent pas du tout à l'exercice. N'utilisez pas le micro de votre ordinateur. On l'a vu. Ensuite, pour les micro-casques, alors vous nous avez dit que ceux qui ont fait le test avec les micro-casques, c'était quand même un peu mieux. C'est effectivement ce qu'on a recommandé dans un premier temps. Et c'est vrai qu'ils permettent d'améliorer les choses sensiblement. Mais ce n'est pas la panacée, parce qu'on s'est rendu compte, et vous le voyez ici à l'écran, que les micro-casques coupent quasiment tous les fréquences au-dessus 8000 d'emblée et appliquent énormément de compression dynamique pour compenser. À gauche, vous avez un micro-casque. À droite, vous avez un microphone externe de bureau. Donc, de préférence, pas de micro-casque non plus. Et les casques gamers? Ah non, surtout pas les casques de gamer. Si vous avez des questions, on peut vous expliquer pourquoi après, mais vous avez des tutos sur la page qui vous expliquent en détail pourquoi. Et donc aussi, surtout pas de micro des oreillettes Bluetooth, parce qu'on a vérifié, ça ne donne jamais de bons résultats. Pas de bons résultats du tout. Pas non plus les microphones, les microphones des écouteurs filaires pour téléphone portable, ça non plus. Pas de microphone omnidirectionnel, comme par exemple les micro-araignées que vous avez dans les salles de visioconférence. Et donc, comme on vous le disait, on a un tuto pour chacun de ces types de microphones sur la page qu'on vous a montrée un peu plus tôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. En résumé, vous avez les clés pour améliorer... Pardon, il n'y a pas de mute. Vous voyez là, en live, les aléas du direct. Les aléas du direct. En résumé, vous avez maintenant toutes les clés en main pour améliorer votre son. Mais il faut savoir une chose, tout comme Ulysse avait finalement très peu de maîtrise dans tout ce qu'il a traversé pendant son odyssée, ici avec le son c'est pareil, il y a beaucoup trop d'éléments qui échappent à notre contrôle. C'est-à-dire que même si les plateformes arrivaient à envoyer un son vraiment conforme à la norme ISO, et que tout le monde avait le bon équipement, il y aurait quand même encore beaucoup trop de variables qui demeurent parfaitement incontrôlables. Et avec la fin des restrictions Covid, et avec l'assouplissement des mesures, si vous êtes appelé à intervenir régulièrement dans une réunion et que vous voulez vraiment être sûr d'être bien entendu et bien compris, alors le mieux, c'est d'intervenir depuis la salle de conférence. Parce que maintenant que la guerre de Troie est finie, revenez à Ithac. Et voilà. Merci beaucoup pour toutes ces remarques extrêmement pertinentes. Et maintenant, c'est à notre public de jouer. On va vous demander, on va lire vos questions et on va y répondre, j'imagine. Donc, on vous demande encore une fois d'envoyer vos questions via Mentimeter. Donc, c'est menti.com et vous devez utiliser le code 53078172. Donc,
Nous allons vous donner quelques minutes pour poser vos questions. Ok. On va commencer. On a posé la question à notre chère équipe qui travaille derrière l'écran. Et on va commencer par poser des questions au sein de la salle. Donc, est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait nous poser des questions à notre magnifique équipe d'interprètes ici présents qui sont venus spécialement pour vous? Et vous pouvez voir que Martin nous a rejoints. C'est Martin que vous verrez demain pendant la séance en anglais. C'est quand même dommage de ne pas poser des questions alors qu'on a des experts aussi intelligents, n'est-ce pas? C'est flatteur, Intelligent, merci. oui, expert, je sais Voilà, oui, madame. Il y a une question? Est-ce qu'on pourrait faire absolument... Voilà, le micro. Merci beaucoup. Ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt un commentaire, puisque je suis moi-même interprète. Je voudrais vraiment vous remercier pour toutes ces informations, parce que déjà en tant qu'interprète, il nous est difficile de comprendre ce qui nous arrive quand nous travaillons avec ce son toxique. Vous avez réussi à mettre des mots sur ce qui se passe, à l'expliquer simplement et à donner des solutions aux personnes pour qui nous travaillons pour essayer de pallier toutes ces insuffisances du son et surtout expliquer pourquoi les interprètes ont besoin d'une qualité supérieure de son. C'est quelque chose que les délégués ne comprennent pas et on ne peut pas leur en vouloir. C'est quelque chose que nous-mêmes, on ne comprenait pas forcément au début. Et je crois que ce travail d'information est absolument nécessaire et je vous remercie de l'avoir fait. Je remercie l'espace de nous accueillir pour permettre ce travail d'information et j'espère vraiment que les délégations ont été nombreuses à suivre cette séance d'information et se rendre compte que si nous arrêtons, quand nous suspendons le service, ce n'est absolument pas de gaieté de cœur. Nous le faisons parce qu'on ne peut pas faire notre travail correctement et vous fournir la qualité de service à laquelle vous avez droit, en toute légitimité, et aussi pour nous protéger. Et cet aspect-là est très important. L'aspect de notre santé auditive est très important. Et je vous remercie aussi d'avoir parlé de ces artistes qui se sont plaints de la compression du son, parce qu'au-delà de ce que ça représente pour les interprètes, c'est finalement pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous sommes tous très exposés au son comprimé. Et voilà, j'espère que les trucs et astuces, entre guillemets, ou mesures de protection que vous avez suggérées pourront servir à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, bah dans ce cas, je vais poser moi une question avant d'aller voir les questions sur Mentimeter. Donc, vous avez mentionné que vous avez donc des problèmes de santé à cause de tous ces problèmes de son. Est-ce que ça a commencé notamment pendant la période de Covid ou est-ce que c'était avant ou est-ce que c'est vraiment le problème des conférences en ligne qui a produit cela? Alors, ça dépend pour qui. Par exemple, moi, c'est vrai que les acouphènes, je les ai depuis très longtemps, mais ils ont vraiment été accentués. Parce qu'il y a peut-être aussi tout ce qu'on disait autour et le fait de voir les gens se mettre en arrêt de travail parce qu'ils ne peuvent plus travailler. Voilà, c'est aussi, ça crée une espèce de paranoïa aussi. Et puis finalement, on se rend compte de plus en plus qu'on a ces symptômes. Mais il y a aussi d'autres gens qui n'avaient pas de symptômes avant, par exemple. Alors moi, je n'avais pas du tout de symptômes, au contraire, j'avais aucun problème du tout, pas d'acouphènes, rien du tout, et c'est vraiment progressivement que j'ai commencé à entendre des acouphènes et qui ne sont plus partis, et ça a vraiment commencé avec le passage aux réunions en ligne, pour ma part. Et dès le début, je pense, dès le début de la Covid, on a eu des gens qui rapportaient ces symptômes et qui étaient incapables de revenir en cabine. Le lien n'était pas évident à faire, c'est-à-dire que c'était quelque chose de complètement nouveau, on n'avait jamais vécu ça. Donc il a fallu un petit moment aussi pour commencer à faire des liens, je pense. Et oui, je pense que c'est bien qu'on ait eu aussi le recul par rapport à la précédente séance pour aussi pour pouvoir glaner plus d'informations et finalement digérer aussi toute cette information. Est-ce que Martine a une réponse pour ça? Mais non, je partage l'avis des collègues. Ça, pour moi, c'est quelque chose. Est-ce qu'on pourrait juste demander un microphone pour nous? Oui, pauvre Martine n'a pas de... Je peux crier. Ah oui, c'est vrai. C'est juste pour nos... C'est juste pour les personnes qui nous suivent. Ça marche déjà ou... Magnifique. Avec la réverbération. Non, j'ai rien de particulier à ajouter pour moi et pour nous qui gèrent un peu les informations, les données liées aux symptômes qui sont reportés par des collègues. Ça nous est évident que c'est un lien avec la manière dont on travaille dans des réunions à distance et hybrides, puisque ça fait 76 ans que l'ONU travaille avec des interprètes. Ça fait depuis les années 70 qu'on travaille en mode simultané. On n'a jamais eu des symptômes, on n'a jamais eu des flambées. Comme ça, c'est vraiment lié au fait de devoir travailler avec un son de mauvaise qualité, en fait. C'est
ça qui explique l'apparence pour moi. Ouais. Fantastique, merci beaucoup. Tu peux le garder. Donc, morale de cette histoire, protégeons nos interprètes. Maintenant, continuons avec nos questions sur Menti. Ah, on va revenir juste après. Bon, allez-y, monsieur. Je vous remercie. Je ne suis pas sûr en fait d'avoir bien compris, mais tout à l'heure je vous ai entendu dire que le son pouvait être toxique. Et moi j'ai un comportement en fait habituel, je ne suis pas sûr en fait qu'il soit très adapté. En fait, ce que je veux dire, c'est que très souvent chez moi, en fait, j'écoute des conférences en ligne sur YouTube avec un écouteur. Très souvent, en fait, j'écoute en ligne avec cet objet. Et donc, ça peut durer jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie. Et je ne sais pas, je me demande en fait, est-ce qu'il n'y a pas de risque par rapport à ça? Moi, là, je vous renverrai une question. Est-ce que vous vous sentez fatigué après? Ou est-ce que vous avez l'impression que vos oreilles sont fatiguées? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, je ne ressens pas de la fatigue. Ça dépend aussi quelle conférence, dans quelles conditions elle a été enregistrée. Est-ce que c'est une conférence qui a été enregistrée dans un studio, donc avec un très bon son? Est-ce que c'est quelqu'un qui se filme avec son téléphone portable? Ça dépend en fait de la source, des conditions dans lesquelles la source a été enregistrée. Après, effectivement, elle va passer par Internet, donc le son sera forcément un détérioré parce que ça passe par Internet. Mais si le son de départ est très très bien enregistré, ça n'aura pas le même impact que si la prise de son au départ elle est mauvaise. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou si j'ai semé la confusion. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, généralement, moi, les conférences que j'écoute, ça se passe dans des universités ou dans des bibliothèques. Donc, oui, parfois, le son, il peut être de bonne qualité. Mais en fait, moi, mon inquiétude, c'était plus lié par rapport à la durée. Parce que je me demandais, en fait, le fait d'écouter, en fait, je ne sais pas, de recevoir du son dans les oreilles pendant 1h30, voire 2 heures. En fait, je me posais la question de savoir est-ce que c'était quelque chose qui était bon ou pas. Tout le temps, non. Est-ce que ce sont des événements qui sont transmis en direct ou alors est-ce qu'ils sont enregistrés et puis transmis? Très souvent, c'est enregistré. Je pense aussi qu'il y a un élément important. Votre écoute, elle est passive à ce moment-là. Vous êtes concentré sur ce qui est dit parce que c'est universitaire, donc vous devez prendre des notes. Mais en même temps, vous ne parlez pas en même temps par-dessus, donc vous n'allez pas monter le son. Mais le son que vous recevez, a priori, il n'est pas forcément de la même qualité que si vous êtes dans une salle de conférence. Si l'enregistrement de départ est bon, ça peut aller. Mais si l'enregistrement de départ et la prise de son n'est pas bonne, c'est là, en fait, où au bout d'un moment, il va y avoir une fatigue. J'ai des retours de nombreux autres corps de métier, des psychologues, par exemple, qui ont dû faire des séances par téléphone, des coachs qui ont aussi fait des séances par Teams. Et tous, sans exception, me disent que ça leur demande beaucoup plus d'efforts pour pouvoir écouter finement, parce que l'écoute qu'on a quand on est psychologue, ce n'est pas non plus la même que quand on suit une conférence en ligne. Idem pour les coachs, ça leur demande beaucoup plus d'efforts et le soir, ils sont fatigués. Donc je pense que la qualité d'écoute, ou le niveau de concentration dans l'écoute qu'on a, joue un grand rôle dans la fatigue qu'on va pouvoir ressentir et dans si oui ou non ça va faire mal après. Ok, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc maintenant, allons-y sur Menti, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de questions qui vont se présenter. Donc, notre première question, après tous ces mois de conférences à distance, utiliser le matériel recommandé devrait être une habitude. À quelle fréquence êtes-vous confronté à ces problèmes? Quotidiennement. Tous les jours. Tous les jours. On a une interprète dans le public, tous les jours. Oui, il y a des moments où la réunion doit s'interrompre tellement le son est mauvais et plus personne ne se comprend. Même les délégués qui n'utilisent pas l'interprétation peuvent plus comprendre. Je ne sais pas si on m'entend avec le micro. Donc, est-ce qu'on va demander encore une autre question donc, sur Mentimeter pour voir qu'est-ce qu'on nous demande encore? Ça, c'est encore la même. Et maintenant, en fonction de l'âge, les conséquences du son sont-elles différentes? Ça, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on pense? Mais pour moi, je crois qu'une des choses qui est assez frappante sont en fait des résultats de comment ça s'est vécu par les interprètes et des autres, surtout les symptômes médicaux, qu'on rapporte qu'en fait que non. On aurait dû soupçonner peut-être au début que ça a un rapport à l'âge, mais en fait non. Les interprètes nouveaux, les interprètes jeunes, les interprètes plus âgés, etc. Tout le monde, tout confondu, on reporte
fournit des informations sur les mêmes symptômes. Donc pour moi, non, c'est pas une simple question de qu'on on perd naturellement avec l'âge de lui, etc. Mais, d'ailleurs, il y a des cas en fait, où des interprètes ont dû trouver une reconversion après seulement 3 ans de métier. Ce n'est pas ici, c'est dans une autre ville où il y a beaucoup de conférences. Mais après 3 ans d'interprétation, c'est une personne qui avait 27 ans, a dû trouver reconversion à cause des problèmes auditifs causés par le son en RSI. Parfait. Bon, passionnant d'entendre ça. On a encore du temps pour avoir des questions. Donc, encore une question sur Menti. Après bientôt 2 ans depuis le début de la crise sanitaire, est-ce que vous voyez une amélioration de la qualité audio des délégués? Ou y a-t-il encore beaucoup de sensibilisation à faire? Non, alors on n'a pas du tout constaté d'amélioration de la qualité audio des délégués à tous les niveaux, et c'est un petit peu ce qui pousse tout ce travail de sensibilisation qu'on a un peu plus systématisé et sur lequel on insiste. Les ressources sont en ligne, mais on voit que les conseils et les préconisations ne sont pas appliquées. Donc on s'est vraiment lancé dans un exercice de sensibilisation et puis on espère convaincre. Oui. Je ne sais pas si Martin ou Patrick, vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est vraiment ça, en fait, c'est pas appliqué, malheureusement. Ouais, la seule chose que j'allais ajouter, c'est qu'en fait, légèrement, dans ces derniers mois, on a vu une amélioration de la qualité audio dû au fait que les délégués reviennent dans les salles. Oui. Oui. Mais les délégués qui continuent à participer à distance, non, l'application de nos recommandations est zéro, c'est minimum, donc on ne voit pas vraiment c'est plutôt les gens sont plutôt enracinés dans la pratique. Donc c'est pour ça que ce travail de sensibilisation, il faut que ça continue, que les gens reviennent. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter avec les questions pour aujourd'hui. S'il y a encore des questions, si vous avez encore des questions, ne vous inquiétez pas, on a la session encore demain. Donc vos questions, vous êtes les bienvenus pour les reposer demain, sauf qu'en anglais cette fois-ci, parce qu'on fera une session en anglais avec Martin qui est juste ici avec nous. Et Amy aussi. Et Amy qui est en train d'aider notre équipe à sélectionner les questions les plus pertinentes. Et maintenant, Cindy, est-ce que je vous laisse faire la conclusion de votre côté? Oui. Écoutez, il ne nous reste plus qu'à faire des remerciements. Oui, donc on voudrait avant tout remercier nos brillantes collègues de l'équipe du KLC, donc Maria, Alexandra, Léa, Anna, Nathalie, Nivert et Nadia, sans qui cet événement n'aurait pas pu être organisé. Donc merci de votre patience, merci de vos conseils avisés tout au long de la préparation. Merci à Nadia de son ingéniosité sur le plan de la diffusion des clips audio. Un grand merci aussi à Eve et Audrey de Dreamtronic pour avoir habilement animé notre chaîne du son. Merci à Martine et à Amy pour leur soutien infaillible. Et merci. Collègues de la section anglaise. Et merci à Anne et à Olga de leurs précieux conseils et de leur temps. Et puis à vous, merci de votre attention. Et de l'intérêt que vous portez au son. Et maintenant, c'est à mon tour de dire au revoir, donc en tant que modératrice de l'espace commun Savoir et Formation. Un grand merci à nos magnifiques intervenants, à Cindy, à Patrick, Martin. Merci aussi d'être venus pour notre Q&A session. Donc nous arrivons malheureusement au terme de cette session. Merci beaucoup à vous, nos chers participants, aussi bien dans la salle que ceux qui sont en ligne, pour votre participation active et notamment pour votre écoute active, parce qu'on a bien compris que le son, c'est extrêmement important. Donc nous espérons de vous voir dans les événements qui suivent du KLC, et donc notamment par rapport à ça. Si vous souhaitez en apprendre plus ou retrouver plus d'informations relatives au son, donc tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, si ça vous intéresse, on va envoyer un guide de ressources via mail, mais également via le chat de WebEx. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez toute une bibliographie qui vous donne énormément de ressources pour vous intéresser encore plus à cette question. Mais également, si cette session vous a plu et si vous voulez venir plus souvent à l'espace commun Savoir et Formation, on va vous envoyer un lien de la newsletter qu'on envoie donc, chaque mois. Mais elle sera également disponible via le chat WebEx. Et donc, ayant dit ça, il me reste uniquement à remercier notre magnifique équipe donc, qui travaille de façon très très dure. Mais également, merci beaucoup à la division de la gestion des conférences d'avoir fait cet événement en partenariat avec nous. Et avec cela, je vais juste dire, je vous souhaite une excellente soirée et un bel été. Et à demain peut-être. Au revoir. Au revoir.